Salut tout le monde, et me voici de retour, le retour de Dr Tsako, qui n'a pas été là pendant un petit moment malheureusement. J'avais des trucs à faire à côté, voilà, je suis désolé. Aujourd'hui, je suis de retour pour un nouveau sujet, un des nombreux sujets que j'ai envie de traiter sur cette chaîne. Donc je vais les faire avec le temps que j'ai, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, donc je vais un peu parler de souplesse en fait, la composante de souplesse qui s'ajoute en plus de la force qui est déjà très présente dans le street workout. On va voir que va un peu nous faire chier, dans le sens où on peut avoir grandement besoin d'elle, plus qu'on ne le pense. Alors juste petit disclaimer, vous avez vu que j'ai un peu changé de format, j'ai plus préparé un texte comme je faisais avant. Maintenant je fais un impro, je préfère parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Vous me direz ce que vous en pensez. En premier lieu, j'aimerais vous parler de ce qu'on peut retrouver dans certaines figures, l'étirement actif, qui en fait va consister en la sollicitation de muscles agonistes, de muscles moteurs qui vont produire un mouvement, qui vont maintenir une position, mais qui va être contré, limité à cause de l'étirement des antagonistes qui limitent le mouvement finalement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un étirement actif, à l'inverse d'un étirement passif qui va en fait se faire par exemple avec la gravité. Ce sera passivement parce que ce ne sont pas, contrairement à certaines figures de street workout, des muscles qui maintiennent la position, qui font le mouvement et qui vont étirer les antagonistes. Et du coup, pour certains mouvements en street workout, par exemple le e-sit, en fait on va avoir un peu ce compromis entre agoniste fort et antagoniste souple. On va avoir besoin des deux si vous voulez. L'agoniste ou les agonistes vont devoir être forts pour maintenir la position ou faire le mouvement, et derrière les antagonistes vont devoir être souples pour éviter de créer une résistance parasite en fait pour les muscles agonistes qui doivent produire le mouvement. Donc ça en fait c'est le cas pour finalement toutes les figures où il va nécessiter une amplitude grande. Cette amplitude grande va faire que les antagonistes vont être très étirés sur la fin de l'amplitude et vont limiter cette amplitude en plus du potentiel manque de force des agonistes qui produisent le mouvement en question. Pour le e-sit, donc les fléchisseurs de hanches, rétroverseurs du bassin, un peu de fléchisseurs du tronc, tout ce qui est abdos, psoas, tout ça, vont être grandement sollicités, ils vont nécessiter beaucoup de force pour maintenir la position. Quant aux antagonistes, eux qui doivent normalement produire le mouvement inverse, et du coup ils vont vachement s'étirer puisqu'ils sont sur la fin de l'amplitude, ils peuvent limiter grandement le mouvement. C'est pour ça qu'en fait autant la composante force que la composante souplesse est nécessaire pour maintenir la position, ou en tout cas pour ne serait-ce que réussir à monter en fait sur cette position. Donc finalement oui, tu dois avoir des abdos, tu dois avoir des bons fléchisseurs de hanches pour produire ce mouvement de e-sit, mais tu dois aussi être souple de l'arrière, parce que plus les muscles antagonistes vont être raides sur cette figure, plus ils vont limiter l'amplitude et tu vas moins pouvoir monter. Si tu sais que tu es assez fort niveau abdos, fléchisseur de hanche, mais que tu n'arrives pas à faire la figure, c'est probablement parce que tu n'es pas assez souple des antagonistes. Et inversement, si tu sais que tu es très souple des antagonistes, tu arrives par exemple à toucher tes pieds très facilement, à descendre très bas, mais que tu n'arrives pas à faire la figure, et c'est probablement que tes muscles agonistes, fléchisseurs de hanche, abdos, etc. ne sont pas assez forts, donc il faut renforcer tout ça. Voilà, généralement, en fait, oui, il faut être fort, mais tu es aussi obligé d'être souple pour avoir cette figure, il n'y a pas le choix. Et inversement, tu vas avoir d'autres cas, on va en venir maintenant, où la souplesse va t'aider, mais tu n'es pas obligé de l'avoir pour produire le mouvement, la figure. Donc on arrive au deuxième aspect qui en fait stipule que la souplesse va permettre dans certains cas une diminution des bras de levier et ainsi une facilitation de la figure. Les deux cas qui vont me servir à illustrer ce propos, ça va être la straddle planche, ou la straddle de manière générale, mais là on va prendre la straddle planche parce que c'est la straddle qui est la plus pratiquée, ainsi que le Hefesto. Pour l'exemple de la straddle, je pense que les pratiquants de street workout, vous êtes un peu tous conscients de l'enjeu de la souplesse sur l'écart de la straddle planche. Effectivement, plus tu es souple sur l'écart des jambes, donc il va s'agir des muscles adducteurs, plus ils sont souples, plus tu vas pouvoir écarter les jambes, plus le levier va diminuer, et ainsi ça va être plus facile de maintenir la straddle planche. C'est plus facile de 1 parce que vu que le levier est moins grand, le moment de force est moins important aussi. Donc moment de force moins important, moins de force nécessaire. Okay,
Et le deuxième aspect, c'est l'angle du bras, l'angle bras-tronc qui va être moins important, vu que le centre de gravité se rapproche. Bah oui, parce que si le levier est plus petit, c'est parce que le centre de gravité est moins éloigné de l'axe de rotation, du point d'appui. Donc les mains, elles suivent parce qu'elles sont toujours dans l'axe du centre de gravité. C'est obligé, c'est la physique. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur le sujet si ce n'est pas encore fait. Et du coup, ça va faire que l'angle bras-tronc est plus grand et c'est plus facile de contracter sur cet angle-là. Ok, après le cas du Hefesto. Alors là, c'est un peu la même mécanique, mais c'est un peu plus subtil, on va voir, c'est un peu nuancé. Plus tu vas avoir cette fois-ci, donc il s'agit de la souplesse de l'avant d'épaule, de l'avant des épaules, des avants d'épaule. Bon, en gros, deltoïde antérieur, et aussi grand pectoral, en gros, tous ceux qui limitent... Ah, j'ai des combattures. Qui limitent cette ouverture de bras derrière soi. Plus ils vont être souples, plus ça va permettre, pareil, une diminution du bras de levier pour monter le Hefesto. Je sens que vous en avez besoin. C'est pas votre faute, hein, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, que d'ailleurs je n'explique pas forcément bien, donc je vais faire un petit dessin. Voici donc en premier un Hefesto back en fait, où du coup on se sert pas de la souplesse d'épaule, et voici un Hefesto où on se sert de la souplesse d'épaule, lorsqu'il y en a un. Donc là on peut voir qu'on a un angle, ok, premier point. Donc ça c'est dû à la souplesse d'épaule de l'avant d'épaule qui est vachement qui est plus grande et donc qui va permettre d'aller vachement plus loin. Donc ici par rapport à un Hefesto normal, ou enfin il n'y a pas de normal, mais un Hefesto back, le corps va être beaucoup plus bas. Ça va permettre au centre de gravité à être plus proche de l'axe de rotation. Vous pouvez voir que entre là et là ça a quand même rien à voir. Les leviers sont drastiquement différents, ok. Là c'est plus court. Donc ici ça va permettre finalement une flexion de coude plus facile car moins de force nécessaire. Pareil pour l'épaule, l'antépulsion de l'épaule, il y aura moins de moments de force exercés et voilà. Donc là évidemment il ne s'agit pas du coup du Hefesto back lorsque la souplesse va aider à le produire, ok. Un Hefesto back, d'où sa définition d'être en back, en fait la souplesse d'épaule n'a rien à voir. Tu auras beau être souple de l'avant d'épaule, vu que c'est un Hefesto back, tu vas pas emmener tes bras plus loin derrière. Alors maintenant que j'ai parlé un peu de tout ce que je voulais, vous allez me dire mais il y a d'autres cas où il y a besoin de souplesse et de force pour produire le mouvement, la figure. Par exemple, le hollow back, bah oui évidemment, tu as de la souplesse et tu as de la force, du gainage, tout ce que tu veux. En fait, c'est pas aussi intéressant que les cas que j'ai utilisés dans cette vidéo, parce que les deux composantes, souplesse et force, n'interagissent pas directement ensemble. Ils sont assez indépendants. Il n'y en a pas un qui va agir sur l'autre. Il faut des deux, certes, mais il n'y a pas une interaction entre les deux, comme la souplesse des jambes qui va agir sur le levier, qui va faire que tu as besoin de moins de force, ok. Voilà, en tout cas, les cas que j'ai cités me semblent les plus parlants. Ça se discute, j'ai exposé ma réflexion, faites-moi vos retours et vous me dites ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Voilà, il s'agit de la fin de la vidéo.